Voyage au bout de l'enfer marque une date bien particulière dans l'histoire du cinéma américain, puisque ce film de 1978 est le premier du genre à aborder de front le conflit vietnamien qui s'était achevé en 1975. Jusqu'alors, la guerre du Vietnam était un sujet présent dans le cinéma des années 70, mais il n'avait encore jamais été traité directement. Michael Cimino, dans le deuxième film, veut d'ailleurs moins raconter la guerre telle qu'elle s'est déroulée que les traumatismes qu'elle a engendrés. Sur 3 heures de film, on ne voit finalement que 40 minutes de guerre à proprement parler, et encore de manière très métaphorisée. Cimino veut montrer la fêlure provoquée par la guerre sur la nation et d'une certaine façon aussi déculpabiliser à la fois les soldats et ceux qui sont restés au pays. Parce que Voyage au bout de l'enfer est un film marqué du sceau de la perte irrémédiable provoquée par la guerre. Voyage au bout de l'enfer est le deuxième film de Michael Cimino après Le Canardeur, qui avait été produit avec Clint Eastwood, pour qui également il avait écrit le scénario de Magnum Force, le deuxième opus de la franchise des Inspecteurs Harry. Cette accointance avec Eastwood au milieu des années 70 va peut-être être une des raisons aussi des malentendus que va provoquer Voyage au bout de l'enfer. Et d'ailleurs au Festival de Berlin où il avait été présenté, les Russes et les pays de l'Est s'étaient retirés de la compétition pour ne pas se trouver aux côtés de Cimino qui présentait selon eux une vision raciste, caricaturale des Viet Cong. En fait, si Cimino enfonce effectivement le clou en montrant de ses adversaires peu de choses flatteuses, qu'est-ce qu'on voit? Un soldat qui jette une bombe dans une fosse remplie de femmes et d'enfants? Des geôliers sadiques qui s'amusent en voyant les soldats s'affronter à la roulette russe? Des geôliers d'ailleurs pas très malins, comme le laisse suggérer un affrontement de regard entre De Niro et son bourreau, dont il provoque l'intelligence. Cela tient moins sans doute au prétendu racisme de son auteur, bien que, qu'à une manière certes forte, une méthode violente, pour dramatiser le hasard absurde de la guerre et l'idée de trauma inoubliable, car la fameuse séquence de la roulette russe a lieu exactement au milieu du film. Elle est le moment traumatique par excellence. À la fois traumatique pour les 3 amis partis au Vietnam, qui ne pourront l'oublier, et traumatique également pour le spectateur, qui doit à son tour s'en souvenir, d'une certaine manière souffrir. C'est pourquoi elle intervient donc au milieu du film, comme un point de non-retour, qui rend la première partie lointaine et idéalisée, et la troisième partie fantomatique et très mélancolique. C'est ce qu'incarne vraiment Robert De Niro, le personnage de Michael, qui dans la troisième partie n'est plus que le fantôme de lui-même. Lui, le héros mythique et professionnel du début du film, est soudain cadré en retrait. Cimino le montre par des effets de répétition, de motifs entre les deux parties, qui montrent que quelque chose s'est définitivement brisé. Michael n'est plus, comme dans la première partie, celui qui marche au devant du groupe, celui qui brille au jeu, celui qui se paye même une voiture et qui semble toujours en harmonie avec la nature, tel le héros mythique américain. D'ailleurs, dans la grande tradition des héros mythiques américains, des héros à la Howard Hawks, De Niro est le professionnel et il n'est pas très habile avec les femmes. Et à son retour, on va le voir, il sera toujours en retrait. Il ne va pas à la fête que ses amis ont préparée pour son retour. Il ne joue pas au bowling alors qu'il est habile au jeu. Il reste avec Stanley, le personnage joué par John Cazale, en retrait. Il n'a plus vraiment sa place dans le groupe, il n'est plus vraiment là. Et pendant la chasse, d'ailleurs, on le verra, il est à un moment donné en train de surplomber la montagne et il y a un reflet dans l'eau de lui-même, comme s'il s'était dédoublé, comme s'il était devenu l'ombre de lui-même. Pour rendre ce moment de la roulette russe inoubliable et traumatisant, Cimino va donc faire infliger de vraies gifles à ses acteurs. On sait que De Niro s'est beaucoup plaint d'avoir souffert sur le tournage du film. Il enferme aussi John Savage dans une fosse effectivement remplie de rats. Il impose donc à ses comédiens la logique un peu absurde du jeu que sont en train de subir les personnages. On peut dire que la postérité, jamais remise en question de cette séquence, prouve bien la réussite finalement de Cimino qui voulait, sans contre-champ, simplement montrer l'horreur de la guerre et ce qu'elle avait fait subir à ces hommes. Ce rapport entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer ensuite fait à mon avis tout le sel du film. C'est un film qui est hyper structuré sur ce mouvement. D'un côté, il raconte l'avant, le pendant et l'après-Vietnam, mais chacune de ces 3 parties sont elles-mêmes composées sur ces 3 temps. Ce mouvement entre l'avant et l'après rend chaque instant du film à la fois nécessaire et donc inoubliable à tous les sens du terme. On sent que Cimino veut capter le présent, c'est-à-dire ce qui est éphémère. Et c'est ce qui rend, à mon avis, intense les séquences comme celle du billard ou celle du mariage. On se souvient aisément de celle du mariage, par exemple, qui est une séquence inoubliable parce que d'abord c'est un moment important pour la communauté. Mais il l'est d'autant plus que l'on sait que les 3 amis, les 3 héros du film, vont partir le lendemain au Vietnam. Pour rendre ce moment mélancolique, Cimino montre quasiment dans chaque plan des photos cadrées en noir et blanc des 3 héros jeunes, comme s'ils étaient sur le point déjà de mourir. Et cette séquence du mariage, pour la rendre inoubliable, beaucoup plus intense, Cimino va multiplier les points de vue. Il fait appel d'ailleurs comme chef opérateur à Vilmos Zsigmond qui s'est occupé de la photographie de John McCabe de Robert Altman et il joue un petit peu de la même manière. On a plusieurs personnages au mariage et tout à coup il y a des zooms délicats qui viennent centrer sur un personnage. On change donc de point de vue. Il y a de multiples détails qui viennent donner plus de vie à ce mariage.
il scande vraiment le rythme d'un mariage et il étire sa scène au-delà même de ce que la fiction peut permettre. Et c'est cela que j'aime énormément dans le film. Cette impression à la fois d'urgence, d'éphémère, de présent, d'immédiateté. Cette impression d'une œuvre à la fois hyper millimétrée, où chaque scène fait apparaître sa métaphore, ses idées, ses multiples sens, mais aussi l'impression de quelque chose en état de grâce, de spontané. Il joue d'ailleurs beaucoup avec ses acteurs, que des stars. Il y a Christopher Walken, Robert De Niro, John Cazale, mais aussi Meryl Streep, qui avait imposé comme condition que Cazale, dont ça allait être le dernier film, puisse être à ses côtés. Christopher Walken était danseur à Broadway et on le voit beaucoup danser dans le film. John Cazale était très malade et on le voit toujours un petit peu en retrait, comme dans la scène dans les montagnes. Il est le seul qui n'est pas vraiment dans le groupe. Et ce rapport entre l'avant et l'après me plaît d'autant plus qu'il y a aussi un avant et un après dans l'histoire du cinéma américain avec Voyage au bout de l'enfer. Le film marque la fin d'une décennie en or où on donnait les pleins pouvoirs aux cinéastes pour aller au bout de leurs ambitions. Et Dieu sait que le film a des ambitions. Et à partir des années 80, les financiers vont reprendre un petit peu en main le cinéma et peut-être un peu contrôler les velléités des auteurs comme Cimino. Et Cimino lui-même en fera les frais. Et ce qui fait qu'on peut aujourd'hui regarder Voyage au bout de l'enfer comme un film en soi mélancolique. C'est-à-dire le film qui est témoin d'une époque qui n'existe plus et aussi le témoin de ce qu'un cinéaste aurait pu être, qui est devenu aussi un petit peu à l'égal du personnage de Robert De Niro dans la troisième partie, le fantôme de lui-même.